j'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires en 6 mois. 3 jours après, j'ai le ministère qui débarque en disant « Monsieur, vous n'avez pas de licence ». On avait loué des bus, tout ça, qui partaient vite. Et au bout de 8 mois, il vient, il dit « On a fait faillite ». Je dis « Comment ça, on fait faillite là ?» Tu peux me dire Fenerbahçe ou le pire ennemi qu'on peut avoir, je prendrais le pire ennemi que Fenerbahçe. Là. Attends, moi, c'est noir et blanc. Là. Je suis un président heureux parce que j'ai une équipe superbe qui peut prendre la suite efficacement. Bonjour tout le monde. Dans le monde du tourisme, on l'appelle le diplomate. Il a tout vu, tout connu ces 40 dernières années. Son nom est associé au succès d'entreprises qui sont devenues des marques comme Pachatour, Ray Vacances et Magic Ways. Depuis 3 ans, il préside aux destinées de l'APST, la garantie financière des acteurs du tourisme. Je suis ravi de recevoir dans Classe Affaires Mumtaz Teker, une interview garantie sans défaillance de réponse. Bonjour Mumtaz. Bonjour Bernard. On te surnomme le diplomate. Ça vient de ton père ? Oui, ça vient de mon père qui était diplomate et mon destin, il s'est fait avec lui, puisque quand il était muté et que j'avais 8 ans et qu'il était muté en Pologne, et on m'a mis d'abord dans une école américaine pour apprendre l'anglais parce que c'était la mode. Et des Américains, ils ont dit il faut qu'ils parlent d'abord l'anglais. Donc, je commençais à prendre des cours privés qui ne m'ont pas plu. Au bout de 3 jours, j'ai dit papa, il y a un problème là, je ne sens pas du tout. Ils t'ont appelé l'école de l'ambassade de France, qui sont dans toutes les ambassades, il y en a. Donc, c'était dans les années 60, 1963. Donc, voilà. Et l'école s'appelait Papillon dans tous les pays, les écoles des ambassades. Et là, les Français, ils ont dit qu'ils viennent, on apprend le français en 15 jours, il parlera le français, vous inquiétez pas. Et c'est comme ça, du francophone. D'accord. Et pendant ton enfance, tu faisais le guide à Istanbul. On peut dire que c'est là qu'il y a eu vraiment la naissance pour ta passion pour le voyage? Alors, l'histoire de ma vie qui est fait et qui continue toujours, après 40, après 50 ans même, 50 ans, c'est Galatasaray. Tout est basé de Galatasaray. C'est là où j'étais en pension parce que mon père, 9 ans, hein, c'est ça, 9 ans de 9 ans pensionnat? de 9 ans de pensionnat. Donc mon père, comme il était diplomate, il voyageait à droite, à gauche dans les différents pays et moi, j'étais en pension à Istanbul, à Galatasaray, à partir de l'âge de 13 ans. Donc là, j'ai fait toute ma vie là-dedans et mes amis d'aujourd'hui sont toujours les mêmes qu'il y a de 50 ans maintenant. Et que dans les dernières années au lycée, c'est un collège donc Galatasaray, dans les dernières années, c'était la mode de faire le guide. Et D'accord. donc j'ai suivi des cours de guide et pendant une année et après les soirs, hein, c'est parce que j'étais à l'école et que l'été et pendant les vacances, toutes les vacances, on faisait le guide. Et tu avais quel âge? Ben, j'avais 18-19 ans. D'accord. 18-19 ans par là. J'ai fait pendant 2 ans et demi de guide, accompagner les touristes français, très enrichissant, très intéressant, puisqu'on côtoie toute catégorie de gens, de tout genre de catégorie de gens, tout ça, donc des professeurs, des chimistes, des intellectuels et tout. Donc c'était très intéressant. Quelles sont les valeurs justement que tu as conservées de cette expérience-là? Qu'est-ce que ça t'a donné justement comme tremplin pour la suite? Bah, le contact, l'humain, écouter, apprendre et transmettre. Oui, C'est c'est à mon avis, ce sont des mots-clés, tu as raison de le signaler. Parce qu'on apprenait. J'accompagnais beaucoup les groupes de pèlerinage, donc Mmh. puisque la Turquie est un pays où il y a les pas de Saint-Paul, là, des circuits, le christianisme a heu, beaucoup de vestiges encore en Turquie. Donc, voilà, c'était intellectuellement, c'est très, très intéressant et donc après le collège, je suis venu à Paris pour faire des études supérieures. Alors ça, c'était en 1979. Tu arrives à Paris, tu viens pour des études de droit, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu changes d'orientation? Bah, alors, le droit, pourquoi le droit? Parce que, je voulais être diplomate comme mon père D'accord. et droit, faire des études de droit et qui était aussi, de branche internationale, permettait de rentrer au ministère des Affaires étrangères pour faire Mmh. le droit. Donc, voilà, c'est comme ça que c'était choisi. J'étais à Assas pendant 2 ans, et après j'ai fait un école, international pour le diplôme. Après, bon, 2 ans que j'ai arrêté Assas. Et là, tu switches et tu te dis: «Non, non, je vais pas faire ça, je veux faire du tourisme».
Bah, c'est que pour la société pour laquelle je travaillais en Turquie, je passe pour, dire bonjour et le patron de cette boîte-là qui était important pour moi dans ma vie, qui vivait au Danemark et qui passait de temps en temps à Paris, qui avait un bureau à Paris, il me dit: «Tu veux pas travailler un peu ici?» Et je lui dis: «Pourquoi pas?» C'est comme ça que c'est lancé. Et le fait qu'il ait fait, c'est que la directrice était enceinte, elle est partie. Le numéro 2 était on a acheté, une agence de voyage en Belgique qui s'appelait Marmara Voyage et donc il est muté en Belgique et moi je me suis trouvé tout d'un coup responsable à 25 ans, de cette à la marque. tête à la tête d'une société de réceptifs qui n'était pas encore, Marmara, non. D'accord. Alors, on parle de toi aussi comme, au niveau Marmara, associé, pas associé, créateur, pas créateur. Est-ce qu'il y a un lien direct avec cette marque, toi et cette marque? Alors la marque est très chère, pour mon seul patron que j'ai eu, qui était j'étais très proche de lui et lui de moi, en tant que père et fils à ce point-là et que donc il m'avait confié l'agence Réceptif à Paris et un beau jour, il m'appelle en disant: «On va lancer» parce qu'avant on travaillait avec des professionnels, c'est-à-dire qu'avec des tours opérateurs qu'on Mmh. vendait nos produits, de Turquie. Et à un moment, il me dit: «Bon, on va être tour opérateur nous-mêmes et on lance, notre marque». Donc il voulait qu'on lance Marmara et moi je lui ai dit: «Patron, c'est bien, mais bon, c'est difficile à prononcer ici, à mémoriser tout ça». Donc le lendemain, je l'appelle, je lui dis: «Écoute, moi je préfère la marque Pachatour, parce que Pacha, c'est français, c'est turc, c'est classe, c'est voyager comme un pacha et tout ça». Il me dit: «Ah, c'est très bien, mais bon, je préfère Marmara». Eh ben, tu es patron, donc On garde on Barbara. garde Marmara et on lance Marmara. À tel point que lui, quand il a eu une fille par la suite, il l'a appelée Marmara. Incroyable. Et donc lui, dans l'histoire, il a immigré, on peut dire, au Brésil avec, une brésilienne qui s'est mariée, qui a fait 2 enfants, dont une fille qui s'appelle Marmara et qu'il a lancé, Pachatour, en Brésil pendant, jusqu'à sa mort. Alors donc Pachatour, Ouais. comment tu le lances en France? Alors on a lancé Marmara en ouais, 79, vers 79, vers 80, 80 on a lancé et avec beaucoup d'aventures parce que bon, on a fait un super bond avec, la marque parce qu'on avait trouvé un slogan, c'est notre agence de pub, à minuit, j'oublie jamais ça, Pierre Cubel et il a trouvé 990 francs, Boss formidable. Et là, on a envahi tous les métros, avec des affiches, Istanbul, le Boss formidable, 990 francs et tout. Et qu'est-ce qu'on a eu? 3 jours après, j'ai le ministère qui débarque en disant: «Monsieur, vous n'avez pas de licence». Ah oui, fallait Ouais exercer évidemment avec un et numéro de voilà une licence. licence, ben, on ne savait pas. Donc Et oui, c'était j'étais je 1975 la loi, 1982 revu et corrigé, le code du tourisme et on t'a posé et 2. voilà. Donc j'ai dit: «On va régler ça tout de suite, laissez-moi une semaine» et c'est là que j'ai appris comment faire vite, c'est-à-dire qu'on a racheté une agence de voyage, qu'on a changé la dénomination, on a changé son nom et que devenu Marmara. Donc j'ai lancé Marmara et en 82, je dis: «Bon, ça va maintenant, je me sens», il a commencé à vendre la société à d'autres, holdings parce qu'il en avait marre. Il avait émigré lui au Brésil et moi j'ai lancé Pachatour avec, une personne, tout seul. Mais l'avantage que j'avais, c'est que je savais le métier, je connaissais le métier, je savais. Et quand j'ai commencé avec lui, c'était un patron, on travaillait 365 jours. Donc quand je vois aujourd'hui les jeunes, on dit ce que je leur dis: «Vous travaillez toujours pour vous, jamais pour un patron». Parce que plus vous êtes efficace, plus on dépend de vous. C'est le patron, c'est vous le patron, c'est ceux qui travaillent, celui qui connaît le boulot qui est le patron et non pas le qui donne les ordres. Donc j'avais ce bagage-là de connaissances et j'ai eu le courage de lancer, j'ai demandé à des copains: «Prêtez-moi un bureau». J'ai démarché et tout ça et puis voilà, le lancement, une personne, 2 personnes, 3 personnes, une grande aventure. Alors, on parle aussi de Pachatour USA. Raconte-nous l'anecdote parce qu'il paraît que c'était incroyable cette création. Alors, Pachatour, il est créé donc, en France. J'ai fait la même chose que j'ai fait pour Marmara, c'est-à-dire que j'ai racheté une agence dans les 13e, j'ai changé de dénomination et puis est Mmh. devenu, légal et tout ça. Pachatour a continué et 3 ans après, j'ai dit: «Écoutez, bon, c'était la mode, hein, en plus dans les années 85-86, États-Unis, l'ouverture,
aux USA et tout. Donc, avec un copain, je dis: «On va aller aux États-Unis, on va lancer la Turquie», et j'ai créé d'abord en France et après j'ai fait, le réceptif en Turquie est devenu bien après. Donc on est allé aux États-Unis et je dis: «Bon», j'avais jamais mis les pieds, aux États-Unis, d'une part, n'importe où aux États-Unis, et je parlais l'anglais, de l'école Moyen, là, ouais, hein, à l'école, hein, parce que bon, quand et je dis: «Bon, les Américains, on va voir la Turquie. D'abord, on va aller avec des brochures». Donc on a fait une brochure et j'ai dit: «Les Américains, ils aiment les couleurs». C'était dans les années 85. Donc on fait le 1er brochure de Pacha Tour USA, c'était arc-en-ciel et toutes les couleurs et machin, tout ça. On prend 10 000 brochures avec nous, on débarque à New York et on veut lancer, sans avoir mis les pieds, la Turquie aux USA. Donc je débarque, je vais voir l'office de tourisme en disant à qui on peut voir pour démarrer et tout ça. Il me donne une adresse, c'était un monsieur qui s'appelait Fred Beyer, c'est un Français qui avait créé Havas Voyage dans les années 1950. d'accord. Il a été à il était au ses bureaux étaient dans le 5e avenue, numéro 55. 555, 5e étage, le bureau. J'ai dit: Incroyable. «Voilà, c'était un hasard». On monte, on le voit, c'est vers 11h30, il écoute notre histoire, il a dit: «Mais vous avez du culot les gars, allez». Parce qu'on cherchait quelqu'un qui parlait français quand Bien même. sûr. Et il avait du culot et tout ça, il a dit: «Je vous emmène déjeuner. Vous me plaisez, je vous emmène déjeuner». C'était un croisiériste là-bas. Donc on y va au déjeuner, tout ça. Il a dit: «Bon, j'ai compris, vous parlez même pas l'anglais. J'ai une fille, arménienne ici qui parle turc, aussi, donc je mets, à votre disposition, vous allez lancer». C'est comme ça qu'on a lancé la marque qui continue Génial. toujours, il faut être culotté pour ça, hein, et on est culotté, et ça continue. Collaboration en famille. Je sais que tu as travaillé avec, ta chère et tendre. Margot travaille avec toi aujourd'hui. C'est important de transmettre? Je n'aime pas les dynasties. J'ai pas f je j'aime pas les choses qui passent forcément, de père en fils ou de père à sa fille et tout ça. Donc j'ai jamais forcé mes enfants à être dans le métier. Donc ils étaient libres jusqu'à l'âge, qu'ils ont, ma fille qui a 35 ans, mon Mais fils Margot est 32 venue ans. toute seule justement, travailler avec toi ou elle t'a dit: Ma «Papa, alors j'ai une affaire, donc j'ai un tour opérateur et j'ai une affaire de réceptif des excursionnistes. Donc elle avait travaillé déjà il y a 2 ans là-dessus. Elle a fait une école hôtelière, en Suisse, donc elle avait ce bagage-là un pied dans le tourisme. Et elle avait déjà travaillé, pendant, un certain temps, et ça lui plaisait. Donc quand elle est venue venir à Paris, elle a voulu et puis ça lui plaît. Donc une de mes affaires, elle est candidate pour le moment de reprendre et de faire la suite. Pas le tour opérating. ton parcours mêle voyage et entrepreneuriat». Je pense sincèrement, moi qui te connais bien, ça te plaît l'entrepreneuriat. Tu aimes bien créer. Ah oui, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que j'ai créé, Pachatour je voulais que ça soit, c'était quand on est jeune, on crée des choses, que ça soit, «Le soleil ne se lève jamais sur Pachatour», c'était mon slogan. Et on avait un bureau Australie, Afrique du Sud, Brésil, New York, bon, en Europe, Belgique et Portugal. Et j'ai essayé des marchés que je regrette de pas avoir fait, le Japon. J'ai été au Japon, on Mais avait un tardivement, tu es venu au Japon, on en parlera ouais, tout à ouais, l'heure. ouais, 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 tardivement, je suis venu au Japon, mais pour faire j'ai fait même la brochure au Japon et après, bon, pour des raisons, je peux expliquer après, oui. Si tu devais donner un conseil justement aux entrepreneurs d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut du courage? Est-ce qu'il faut de l'abnégation? Il faut oser, il faut oser, il y a pas de mauvais choix. Il faut pas avoir peur des erreurs. Il faut juste ne pas répéter les erreurs. Il faut bien écouter. Donc on a le droit à l'échec. Absolument. Il faut pas se décourager, il faut se refaire et tout ça, bien sûr. En fait, un parcours sans échec n'est même peut-être même pas, complètement n'est pas doué à la réussite totale parce qu'il faut faire mais ça dépend des échecs, bien sûr, il faut pas démoraliser, il faut pas être complètement il faut pas planter les gens. Il y a quelque chose de très important aussi que j'ai eu dans ma vie, c'est, la respectabilité. La respectabilité est très important, la parole donnée est très important. Je sais pourquoi tu dis ça, parce que je sais que ta maman Ouais, avait cette phrase clé. ouais. Elle t'a toujours dit, la respectabilité, c'est ça qui fait ton Que bagage fait pour tout toute la ça. vie. Et la première année de Pachatour, quand j'ai créé, quand je suis allé en Turquie pour voir les réceptifs, ils m'ont dit, surtout un monsieur sage qui avait plusieurs hôtels, il a dit: «Ne mets plus tes pieds en Turquie».
tu oublies, tu nous envoies que des clients, bats-toi là-bas. Je dis oui, d'accord, merci monsieur. Comment je paye? Il a dit, tu payes quand tu veux. Quand tu veux, quand tu sais. Débrouille-toi, on te fait confiance, développe Pachatour. Et donc, cette confiance qui vous donne ce côté, et après, effectivement, après 40 ans, je vois aujourd'hui, j'ai une très bonne image encore dans beaucoup de pays, puisque on n'a jamais planté personne, on n'a jamais dévié de notre parole, et il faut jamais promettre des choses qu'on n'est pas capable de le faire. Voilà. Là, tu me donnes la transition idéale pour la présidence de la PST. Tu es président de la PST. C'est, je dirais, pour moi, le Graal de la profession, dans le sens où aujourd'hui, tu es le garant de cette profession au niveau des institutions pour justement la garantie financière de la profession du tourisme. Ça fait 3 ans que tu occupes ce poste. Tu as pris de la hauteur et en même temps, tu observes les jeunes entrepreneurs. Absolument. De toute façon, bon, quand on fait une carrière dans une branche, notamment dans le tourisme, après 40 ans, donc j'ai tout vu, j'ai tout fait, pendant longtemps, j'étais, numéro 2 vice-président au SNAV à l'époque, à EDV par la suite, dans cette profession, était impliqué. Donc je trouve qu'on a une mémoire et on doit transmettre cette mémoire dans la profession et apporter toute notre connaissance, tout ce que cette profession nous a donné, si on peut le partager et faire développer ce métier et faire continuer ce métier et développer avec les jeunes, c'est aussi bien. C'est pour ça que je me suis présenté au poste de la PST, qui est garant et qui régule le métier, parce que le métier est devenu, c'est pas que c'est risqué, mais ça peut partir de tous les côtés, car les nouvelles technologies, et encore, l'avenir encore, il est plus, pas incertain, mais il a plus besoin d'être régulé, d'être contrôlé, parce qu'on peut dire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. C'est pour ça que je me suis porté candidat depuis 3 ans. Donc, j'essaie de donner à la profession, étant président de la PST, voilà, heu, ce Donc, il y que a un je nouveau sais. mandat qui arrive. C'est les 60 ans en plus de la PST, donc ça te correspond bien, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire en plus de ce qui a été fait de tes premières années? Bah, c'est comme, faire du vélo. Le les premières 3 années, c'était l'apprentissage. Maintenant, ça sera plus confortable. Le 2e mandat que je veux, faire, les 3 ans, puisque c'est limité à 2 mandats, pour le moment, le poste de présidence, et l'administrateur, c'est 3 ans, président, c'est 2 ans. Donc je me porte encore candidat pour la présidence, je vais me porter, et que donc 3 ans, je vais apporter l'expérience que j'ai eue pendant ces 3 ans, et surtout, surtout former les prochains, administrateurs, choisir, s'ils sont candidats, les préparer pour la suite. Parce qu'il faut qu'on transmette dans ce métier, il faut qu'on transmette. On ne va pas garder les positions à vie, mais on doit transmettre. Alors, tu dis une chose très importante, c'est les leçons à tirer, en fait, de ce qui s'est passé pendant ton mandat. Dépôt de bilan, c'était pas avant, c'était avant toi, Thomas Cook, mais FTI, récemment Visite Europe. Qu'est-ce que tu retires de cela, justement, et comment ça a forgé cette force de la PST? Bah, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a des faillites qui ne tombent pas dans la place publique. Donc, on le gère. Forcément, il y a des faillites, assez souvent, des petites entreprises, des moyennes entreprises, donc on le gère. Mais quand ça passe sur la place publique, on a une pression, que ce soit, par les médias, que ce soit par la profession. Surtout pour l'affaire Thomas Cook, hein, je veux dire, malheureusement, tu n'étais Voilà, pas en poste, mais ça a voilà. été dramatique pour la C'était profession. dramatique, l'affaire FTI, et puis il y a eu une autre affaire là, il y a eu Visite Europe, là, en ce moment, on est oui, dans l'actu. et donc j'ai eu pas mal de pression en disant que c'était pas, alors tous ceux qui travaillaient en conformité, ils admettaient pas ça. Donc on a une pression de la profession et tout ça, donc il faut tirer un peu, la ficelle en disant: «Ça y est, on arrête». Donc c'est les moments les plus difficiles de dire que, parce on n'a pas une sorte de décision vie ou mort, mais quand on arrête, effectivement, la société, il arrête, et Et on laisse des voyageurs en plan. Et je sais que la devise, et j'en parlais avec Emmanuel Toromanov dernièrement, la devise de la PST, ça a toujours été de dire on fait de moins de vagues possible et on fait partir les gens, absolument, on leur garantit le voyage pendant leur séjour ab s'il y a eu une défaillance. absolument, Ça, c'est important. absolument. Non, c'est très important, bien sûr, que les gens, ils continuent leur voyage et non pas être remboursés de leur acompte, parce qu'une fois qu'ils ont payé des acomptes plusieurs mois avant,
même si on rembourse leurs acomptes, ils ne peuvent pas avoir les mêmes conditions tarifaires par la suite, plusieurs mois après, de voyage dans les mêmes conditions. Or, nous, on prend tout en charge, on fait voyager dans les mêmes conditions qu'ils avaient souscrit leur voyage tout au début. Donc, très important. Et donc, là, le mot de APST, effectivement, je suis un président heureux parce que j'ai une très bonne conseil d'administration, j'ai un bon vice-président, j'ai des bons administrateurs et j'ai une équipe superbe qui se prépare. Et on prépare avec le secrétaire général la suite de ça. La PST va être dans les bonnes mains puisque on a des très bons hommes aujourd'hui, du personnel, qui peut prendre la suite efficacement. Je sais que tu n'aimes pas trop les honneurs et pourtant tu as été, nommé chevalier de l'Ordre du Mérite. Quelle signification ça a pour toi et pour ta famille? C'est quand même un symbole qui est fort. Ça veut dire quelqu'un qui vient de l'étranger, en l'occurrence qui est turc d'origine, qui vient en France, qui s'implique dans la mentalité française, même si avec Galatasaray tu avais tout ça, cette culture et cette langue que tu maîtrisais. C'est quand même fort d'avoir Mais bien cette sûr, nomination. attends, bien sûr. Attends. Quelqu'un qui n'aime pas comment c'est, ces nominations, les ordres de chevalier de l'ordre de mérite ou la Légion d'honneur, il ment, puisqu'en plus, il faut être demandeur ou accepter, même si quelqu'un demande pour vous. Donc, moi, effectivement, je suis impliqué pour la France et pour la France, avec ce que j'ai vécu. J'ai fait l'école maternelle, pas maternelle, pardon, comment ça s'appelle École élémentaire? école élémentaire, j'ai fait en français. Et après, lycée Galatasaray, on avait 85% des matières en français avec des profs français. Donc, j'ai complètement la culture française. Et je suis marié avec une Française. Mes enfants, ils ont double nationalité. Ils sont français comme tout. Donc, après avoir des, comment ça s'appelle, là, les honneurs de la République, bien sûr, ça fait plaisir à moi, à ma famille et à toutes mes amies qui sont en Turquie. Là. Donc, c'est une reconnaissance. Alors on connaît tes réussites, hein, on en a abordé quelques-unes, mais est-ce qu'il y a un échec qui t'a marqué objectivement, dont tu n'as jamais parlé? Non, j'ai pas Ou alors de. un regret si c'est pas un échec? Le regret, j'aurais dû. Peut-être que j'aurais dû moins, pas paniquer, mais moins être transigeant quand il y a eu des événements en Turquie et qui nous a mis beaucoup en arrière. Parce que les événements qu'il y a eu, que ce soit les tremblements de terre, si c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est en 2006, c'est la grippe aviaire. Quand ils ont lancé ça, qui n'était pas encore connu, que c'était une méchante maladie, en 2006, en disant c'est porte de l'Europe, la grippe aviaire, et j'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires en 6 mois. Et là, ça m'a fait un choc parce que c'est un truc que j'attendais pas. Et donc, ça donne une leçon qu'aujourd'hui, aucun événement euh, de la nature peut faire vivre une complication pour les voyages plusieurs années, plusieurs temps, On l'a vécu avec le Covid, hein, malheureusement aussi. Mmh. mais pas les maladies. Les maladies, ça, justement, que ce soit les grippes aviaires, que ce soit les différentes maladies, tout ça, ça fait peur et ça peut durer longtemps. Et donc, en 2006, les grippes aviaires, il m'a un peu, il m'a freiné beaucoup là. Donc, je regrette de ça. Comment t'es venue l'idée de racheter la marque Rêve Vacances? Alors, c'est une histoire. C'est J'aimerais avoir ta version parce que moi j'en ai une complémentaire avec toi. alors déjà à l'époque, on était très fort, Pachatour. On était numéro 2 parce que Marmara utilisait beaucoup plus de clients que nous. Nous, on jouait sur notre gamme. Et il y avait beaucoup des petits Turcs qui sortaient, des différentes marques qui sortaient, Ouais. Turquie Conseil, je ne sais pas encore, Destination Turquie et tout ça. Et je les rachetais tous pour pouvoir les fermer et dire parce qu'arrêtez, parce qu'ils perturbaient le marché. Et à un moment, j'ai dit, Pachatour, quand il a commencé à grandir, j'ai dit, bon, c'est une destination spéciale sur la Turquie, Oui, donc destination été. monodestination, ouais. Mmh. Donc, j'avais lancé l'Égypte avec la marque Pachatour. Puis, bon, compléter l'hiver. Et par la suite, quand Rêve Vacances était en dépôt de bilan et Avec Aras Saraguian, bien sûr, avec ouais. Saraguan, et que donc la marque était en vente, j'ai dit, écoute, on va mettre un ticket comme ça pour acheter. Moi, j'étais en plus à la montagne, quand le tribunal, il nous appelait
mes bureaux en disant: «Écoutez, vous êtes le seul à avoir donné une garantie bancaire. Donc, par contre, il faut augmenter un tout petit peu le montant L'enveloppe. parce que vous avez donné 1 million de francs à l'époque, c'est pas assez, c'est pas bien». Je dis: «Bon, mettez encore 100 000 francs de plus, et puis on va prendre». En fait, j'avais mis, un ticket pour savoir qui voulait acheter la Oui, marque. ça te permettait de voir un petit peu la concurrence, Voilà, bien je sûr. voulais voir ça, qui est ça, et ça nous est tombé dessus. Alors, le dilemme, c'est que quelques mois après, l'opération, de Jetour qui s'est fait, puisque je me suis lancé dans l'aventure de Jetour, quand j'ai racheté la marque Jetour Avec René Marc, avec Chicly. René Marc Chiclé et un fonds d'investissement, on était un tiers chacun, et que les gens, ils se posaient la question: «Qu'est-ce que tu vas faire avec Rennes Vacances et Jetour?» et tous ces trucs, mais on a géré ça, comme il faut, c'était une belle aventure. Tu avais décidé à l'époque, parce que je me rappelle de cela, moi j'ai eu la chance d'être associé avec toi, tu avais une volonté en fin de compte aussi de labelliser les agences Rêves Vacances. Bah, j'avais cette idée puisque j'ai tellement de souvenirs dans le métier, c'est que j'aimais mon monteur, un de mes amis, j'oublierai jamais, Philippe de Monchy. Philippe de Monchy, Président de Selectour, que j'ai président de connu aussi. Selectour, il m'avait traité au début de ma carrière, il nous avait traité des petits Turcs qui voulaient perturber parce qu'il avait un ami intime à lui qui était spécialisé sur la Turquie, Bien sûr. Baxi, là, René Baxi, là, qui faisait Cosmovel, c'est une belle boîte à l'époque, et donc c'était son ami proche, et donc tous les autres étaient des mauvais pour lui. Et à un moment, quelques mois après, on rentre en compétition. Il y a les agences Melia qui sont à vendre. Lui, il est arrivé pour acheter en tant que Selectour. Et moi, le petit Turc, on n'avait que Pacha-Tour, c'était pas très grand à l'époque, hein. On a racheté, j'ai mis un ticket pour les agences Melia. Donc c'est comme ça que et il était furieux que j'avais emporté l'affaire de Melia. On avait 9 points de vente à l'époque. Je quitte moi Selectour, tu me rachètes Voilà. et tu me demandes de Donc, m'occuper des agences des médias et voir agences si on peut Melia. les Et transférer voilà. ou les transformer en Rêves Vacances. Voilà, c'était ça l'aventure, ce truc. Et puis après, le tour operating, m'intéressait beaucoup plus. Et puis, j'avais une vision plus dans le mondial, là, que c'est pour ça que c'est des développements en Afrique du Sud, au Portugal, Belgique, États-Unis, tout ça, m'intéressait plus. C'est pour ça que j'ai pas donné beaucoup d'attention au développement des agences, et ça s'est arrêté là. Magic Ways, en 2 mots, c'est une marque que peu de gens connaissent en France alors qu'elle est très forte. Mmh. Alors Magic Way, c'est une marque très forte puisque on est venu me trouver, alors c'est ce que j'ai dit au début, la respectabilité et les paroles et l'image est très important. Donc, on est venu me chercher des gens qui étaient pas dans le tourisme, des investisseurs, des banquiers, quelques personnes dans le tourisme ou dans le transport. Ils sont venus me dire: «On veut acheter, une grosse marque, une grosse société en France qui fait des excursions en France». C'est joué, c'est au-dessus de mes moyens, des plusieurs millions d'euros, là, près de 100 millions d'euros. Et j'ai dit: «Bon, d'accord, je rentre avec vous dans l'aventure», et on a présenté, le dossier aux vendeurs. On n'était pas retenus, et comme on n'est pas retenus, les associés avec qui on était formés, moi, j'ai apporté l'image de la profession et la licence et les capacités. Il a dit: «On va créer une, société pour faire, des excursions sur Donc un Disneyland». rachat refusé et donc vous dites: «Puisqu'on nous a L'opportunité, refusé, ah ben, on l'opportunité, crée». et voilà, on crée. On crée, et on a créé, on a mis 1 an parce que c'est une boîte américaine, là, Disneyland, c'était compliqué, mais on a réussi à rentrer dedans, pour faire des excursions sur Disney. Au bout d'1 an Donc Magic Ways, excursion au départ de Paris sur Disney. sur Disney, alors on était 5 associés, et moi j'étais, le gérant, oui, mais je m'occupais pas du quotidien puisque j'avais pas Château. Et au bout de 8 mois, il a fait faillite. La boîte, il a dit, ils sont venus les associés, ils ont dit: Il y a plus d'argent, «On n'a Mountas, plus qu'est-ce qu'on d'argent», fait? parce qu'ils ont vu trop grand, c'était des gros pontes, ils avaient loué des bus, qui partaient vides, au bout de, D'accord. c'était pas les des stations n'étaient pas lancées, l'affaire n'était pas lancée. On avait loué des bus, tout ça, qui partaient vides. Et au bout de 8 mois, ils viennent, ils disent: «On a fait faillite». Je dis: «Comment ça, on fait faillite, là?» «Moi, je ne peux pas faire faillite, là. Vous pouvez faire faillite, non». J'ai une image, je vis en France. Ouais, voilà, donc on arrête là. Encore le mot respectabilité que tu évoquais. Très important. Donc là, j'ai dit: «Très bien, vous sortez tous. Moi, je rachète tous vos parts. Je paie tout ce que vous avez mis, mais dans 1 an, d'abord, je sauve la boîte». Donc j'ai sauvé la boîte,
Et la boîte, après, il est reparti. Donc, après, les associations sont parties. Ils étaient contents d'avoir récupéré leur mise. Et nous, on a bien développé, qu'on arrive jusqu'à près de 100 000 clients à faire sur, euh, sur Disneyland. Donc, en fait, c'est une boîte excursionniste qui emmène des gens pour la journée à Disneyland et les gens de Disneyland qui ramènent pour la journée à Paris pour visiter Paris. Donc tu fais aller-retour, quoi. Et ça m'est venu pourquoi c'était intéressant. C'est des charters qu'on lançait à Bien l'époque sûr. pour, Pour pas avoir les bus ou les avions vides. voilà, de deux côtés, tu remplissais tout ça. C'était pour ça. Et c'est pour ça que ma fille s'intéresse à cette affaire-là qui travaille là-dedans pour le moment. Comment vois-tu l'avenir justement du tourisme en Turquie? Je te rappelle quand même que cette année, c'est 62 millions de personnes qui sont venues en Turquie visiter. Donc ça laisse quand même, ça présage de belles choses, non? La, Plus 9%. la Turquie, il a beaucoup d'avenir pour plusieurs raisons. D'abord, la Turquie, moi j'ai conseillé pas mal de, pas beaucoup de pays, hein. Bon, le Sénégal que je tiens à cœur, j'ai fait des investissements là-bas, en Égypte, en Tunisie aussi. À un moment, j'étais impliqué pour leur donner des conseils. La Turquie s'est développée dans les années 1980-82. On avait un président visionnaire, Özal, Turgut Özal. Il a donné gratuitement tous les terrains au bord de mer de la Méditerranée. Pour qu'il y ait des constructions hôtelières. Et il a dit construisez les plus beaux hôtels que vous pouvez imaginer et je vous rembourse même les 40% de vos Incroyable. constructions. Donc, bon, après, il y en a qui ont construit, qui ont même touché les 100%. C'est l'époque des années 80. Bref, donc, il y avait une développement hôtelier, parce que pour qu'il y ait un tourisme, il faut développement hôtelier. Il faut des lits, il faut des lits. Ouais. Il Des faut places des lits. d'avion et des lits. Voilà. Et deuxième chose, c'est les avions. Et donc, la Turquie, il a ouvert, il y a plus de 20 ans, 25 ans, l'Open Space, Open Sky, pardon, Open Sky là, pour les avions. Donc, les compagnies charters qui étaient subventionnées. Qu'est-ce qu'il a fait, la Turquie? Il a des charters et il a des lits pour commercialiser. Donc, ça s'est développé. Et la position géographique de la Turquie, que ce soit pour les Russes, que ce soit pour les Européens de l'Est, que ce soit les Tchèques, les Slovaques, Elle est centrale. Bulgares, et centrale, et tout ça, c'est facile à venir. En plus, les gens sont contents, les Anglais, ils viennent beaucoup, les Allemands, ils ont ça. Bref, la Turquie, il a un bon avenir pour ça au niveau du tourisme national. Donc, il développe énormément. Et puis, bon, c'est un pays, il y a la culture, il y a le shopping, il y a beaucoup de choix d'acheter, il y a la cuisine, ainsi de suite. Donc, c'est une bonne destination. On doit parler d'avenir, l'écologie. J'ai vu que par exemple les plages à Antalya avaient le label pavillon bleu. Ça veut dire que c'est important l'écologie pour la Turquie? L'écologie est importante et pour la Turquie et pour tout le monde. Le seul problème de l'écologie, c'est que euh, ceux qui défendent l'écologie bêtement, ils nuisent à l'écologie. Parce qu'il faut réguler. Tout ne peut pas se faire on ne va pas revenir à 50 ans en arrière. Oui, on oppose souvent l'écologie avec le surtourisme, trop de voyageurs, Voilà, donc voilà, ça. trop de déchets, etc. Donc on veut réguler avec. Je suis complètement contre ça de réguler avec de l'argent, en mettant des taxes, tout ça, parce que ça veut dire que les budgets moyens ou ceux qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas les visiter. Il faut qu'ils payent un truc pour entrer en Venise. Il faut réguler autrement ces choses-là. Et puis on essaie d'absolument développer d'autres, mais il faut créer des intérêts parce que le tourisme, bon, je fais du réceptif à Paris, les gens qui arrivent à Paris, on veut faire autre chose que la Tour Eiffel, que le musée Louvre, tout ça. Et le premier qui arrive, il demande la Tour Eiffel. Hein. On va pas, C'est l'un on va pas à la des Tour monuments les plus Montparnasse, visités, on est on va d'accord. pas à la Tour Montparnasse ou à Montmartre en disant, voilà, maintenant, on ne va pas. Donc ça, plus. Donc il faut trouver intelligemment, le surtourisme est il y a des moyens de le faire, ça. C'est un sujet, un long sujet. L'écologie, c'est bien sûr, c'est important qu'on tient compte, mais pas simplement l'environnement, tout ça, aussi pour la population. Les populations sont très importantes parce que c'est eux qui accueillent les touristes. Il faut qu'eux, ils soient Un cahier des charges beaucoup plus strict, justement, pour qu'ils oui, permettent de. voilà, au niveau d'accueil, au niveau des trucs, je sais pas, à un moment, on avait beaucoup de problèmes, ils ont régulé ça à la place Jemaa Fna À Marrakech, à ouais. Marrakech, là. Il y avait tellement de gens qui tiraient de tous les côtés et tout ça. Ah, bon, ça s'est arrêté. Donc,
il faut aussi former la population un peu, faire expliquer et tout. C'est comme au Grand Bazar à Istanbul. Avant, les gens, ils se tiraient de tous les côtés, machin. Donc, ça s'est calmé. Donc, avec le temps, ça reprend de forme. On parle toujours de l'avenir, l'impact de l'IA. Pour toi, qu'est-ce que tu penses que ça peut changer dans le secteur du tourisme? Si ce n'est pas contrôlé, c'est un grand danger. Il faut que ça soit contrôlé. Parce qu'aujourd'hui, on voit des choses, les gens qui croient à des n'importe quoi, sans voir l'image, sans voir le son. Et aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire le son et l'image, C'est-à-dire qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe n'importe qui. quoi, n'importe. Et déjà, les gens, ils croient à des trucs farfelus. Donc, si avec l'IA, on fait des choses farfelues, comment on va contrôler? Donc, pour moi, il faut que ça soit contrôlé absolument euh, pour la bonne chose, hein, pour la bonne cause. Je reviens sur l'APST. Je sais que vous avez déménagé. Vous êtes maintenant rue de la Boétie. C'était important ce déménagement et pourquoi? Bah, le déménagement était, c'est pas que c'est important, c'était nécessaire Il et était inéluctable. c'était oui, parce que les bureaux qu'on avait, l'immeuble qui était racheté avant moi, par mes précédents, avec la faillite de Thomas Cook qui a coûté plus de 40 millions d'euros, qui est très bien géré par, les gens de l'époque et on avait l'immeuble et qu'on était obligé de vendre l'immeuble. C'est donc cet immeuble qui était le garant Le de garant cette faillite colossale, de entre cette guillemets. faillite, entre autres, bah, qu'il a trouvé les sources pour, pour indemniser les passagers. Donc, on a vendu l'immeuble et donc on voulait absolument, on était obligé de déménager. Donc, on était en location pendant 3 ans et c'était très grand. On avait beaucoup de, comment ça s'appelle, de locataires, tout ça. Maintenant, on a déménagé. Donc, dans les nouveaux locaux qu'on a rachetés, c'est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus. Et je voulais absolument acheter quelque chose au centre de Paris parce que tout peut arriver dans le futur. Ce qu'on a vécu, ça devrait servir d'exemple. Il ne faut pas avoir peur des échecs. Donc, on a vendu l'immeuble, tout ça. J'ai fait acheter un D'affaires, ouais. plateau d'affaires au cas où on aura besoin de revendre, qu'on le vend immédiatement. C'est Donc, toujours la garantie d'eux au c'est lieu d'être toujours pour le la locataire. garantie. Parce que le Voilà. locataire, on jette de l'argent et là, au moins, on garantit. Parce que si demain, il y a un gros incident, on sait qu'on a la valeur garantie. Et voilà. Et donc, on peut le faire. Et donc, on est près de Champs-Élysées. C'est un beau plateau de 800 mètres carrés qu'on va déménager. Je fais appel à tes souvenirs avec des personnalités du monde du tourisme qui ont compté dans ta carrière. Hmm. Si je te dis Antonio Dapote, qui nous a quittés, Je suis très nostalgique. Ils ont leurs photos. On était 4 compères. On nous voyait toujours dans les conventions, dans les congrès. Antonio Dapote, président Jean, de Donatello à l'époque, président d'Anatello, Jean-Paul Chantraine, président Asia, d'Asia, qui nous a quittés aussi. et René-Marc Chiclet et moi. Parce que, et il y a peu de gens qui savent, c'est que dans les années 80, ouais, c'est 80, je crois, quand on a acheté Jetour, au bout de 7 8 mois, on a passé des nuits blanches à nous quatre pour créer le plus grand tour opérateur français imaginable en réuniant les 4 marques. Jetour, Donatello, Asia, Qu'on Pachatour, appelait à l'époque les quatre les As. 4. On a passé des nuits et des nuits pour pouvoir regrouper tout ça. Et avec le caractère très fort de mon italien et de mon asiatique et tout ça, de Jean-Paul et d'Apote, il y avait toujours quelque chose à faire, tout ça. Ouais, et puis ben, on est restés toujours amis et il me manque beaucoup. Ces deux-là, ils me manquent beaucoup. À moi et à nous tous, ça. C'était des repères de notre profession. Exactement. Et pour moi, des références. Ta grand-mère disait, je l'évoquais tout à l'heure avec toi, ce qui compte dans la vie, c'est la respectabilité. Que souhaites-tu qu'on retienne de toi? Que j'étais une bonne personne, que je me prends pas au sérieux, moi. Mes amis sont toujours celles que je faisais le guide, celles qui étaient, je partageais les repas pendant mon pension à Istanbul. Mes copains d'enfance sont toujours là. J'ai beaucoup d'amis turcs, beaucoup d'amis français. Je sais pas, moi, je me prends pas au sérieux. Alors, je suis très heureux parce que je reçois beaucoup de respect et de, comment on peut dire,
Des mots gentils. Des fois, je vais dans les hôtels, on m'envoie des assiettes de gâteaux, de trucs Le en fruit. disant Monsieur, j'ai travaillé dans votre hôtel il y a 30 ans et 20 ans, voilà, je suis heureux que vous soyez là. Et l'autre, il vient me dire bonjour parce que vous ne vous souvenez pas de moi, mais j'ai travaillé pour vous et tout. Donc, toute l'équipe, tous Ça, c'est les l'expérience de anciens. la vie. Ouais. Mumtaz, pour conclure évidemment cet entretien, je vais te passer au scan. Avant de nous quitter, donc une dernière question. Je te demande d'y répondre en un seul mot. OK? D'accord. Mer ou montagne? Mer, Ville ou campagne? ville, Livre ou série? les deux. Les deux. Sport ou découverte? Sport. Europe ou hors Europe, malgré que la Turquie se sort les deux. Pour quelle question Europe ça? ou hors Europe, qu'est-ce que tu préfères, toi, dans tes Si je voyages? préfère Europe ou Ouais. ailleurs, j'ai pas de choix. Pour moi, le monde entier, il est beau. Tous les pays sont beaux. Ça dépend quelles lunettes qu'on met, avec quel regard qu'on veut regarder. Parfait. Avion ou train? Les deux. Les deux. Foot ou basket? Foot. Foot. Galatasaray ou Fenerbahçe? Pas question. Pas question. Pas de réponse. Galatasaray ou Fenerbahçe? Pas de question. Tu peux me dire Fenerbahçe ou le pire ennemi qu'on peut avoir, je prendrais le pire ennemi que Fenerbahçe. Là. Attends, moi, c'est noir et blanc. Là. C'est Galatasaray à vie, pour toujours, et Fenerbahçe Regarde, contre pour toujours. regarde le cadeau que tu m'as offert quand on a été associés. Regarde, le maillot de Galatasaray, le maillot de Galatasaray, tu me l'as offert. Je l'ai toujours gardé en souvenir. Bah, garde-le. Car j'étais ton associé. C'est collector. C'est Ça. collector. Et je te rappelle que tu m'as amené voir un match Galatasaray-PSG. Et tu m'as offert ce maillot à la fin du match. Et je voulais te remercier. Bah, je suis tu vois, content que tu l'as gardé encore et tout ça. Et j'ai même mes enfants qui sont aussi au club Galatasaray en tant que membres de club, qui est un club très fermé, qui est très limité pour les membres. On a 8000 membres actuels. Et que, bien sûr, je suis dans les instances de Galatasaray. Et mes enfants sont, j'espère, dans le futur, ils seront. Si tu devais effectuer un dernier voyage, ce serait où? Dernier voyage. Dernier voyage, ça sera où ils seront ma famille. Belle réponse. On va parler juste quelques secondes avant de conclure cette interview, avant de conclure cette discussion. J'ai parlé avec Christian Nico, que tu connais bien, ton ami. Et il m'a parlé d'un voyage au Japon assez incroyable où tu aurais dormi à même le sol. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus? Toi qui aimes bien des hôtels confortables. C'est ça, l'image que j'ai, l'image, et surtout à partir d'une certaine période, d'un certain âge, et tout ça, et c'est un confort que j'ai obtenu, et tout ça. Bon, j'étais dans les pensions, hein, je peux dormir n'importe où, j'oublie pas. Je dors facilement, hein, même sur un car, même sur une fauteuil, je peux faire une demi-heure de sieste sans problème, parce que ça vient du métier de guide, ça. Ouais, de récupérer quand on peut. On récupère quand on peut. Et là, quand il a organisé ce voyage au Japon, qu'on est parti à 3 couples, et effectivement, il paraît que c'est la tradition d'être dans les ryokan, là, de dormir par terre. Oui, c'est les auberges japonaises, oui. Voilà, donc je pense qu'il y a des certains confortables. Tu arrives, il n'y a rien dans la pièce, il y a une table basse en plus, donc il faut s'être accroupi pour pouvoir boire, manger et tout. Et à un moment, tu sors et tu arrives, on te met un lit par terre. Alors, effectivement, c'était au lycée quand j'avais dormi la dernière fois sous une tente, sur une couchette. Et là, bon, mais bon, on s'adapte, et c'était intéressant. Exactement. Et Christian l'a dit, Christian Nico l'a dit, je le confirme, il a dit, écoute, pour moi, c'est le meilleur des voyageurs et ça reste mon ami parce qu'il a gardé cette simplicité, il s'est adapté et c'est ce qui fait l'homme. Merci. Donc, je pense que c'est important que je te le dise. Merci. Mumtaz, je voulais d'abord te remercier d'avoir accepté que je t'embarque dans Classe Affaires à mes côtés. Ton parcours est inspirant. J'étais, moi, très fier parce que j'étais associé avec toi. Tu m'as énormément aidé dans ma carrière professionnelle. C'est la première fois que j'ai l'occasion de te le dire en public. Tu as été un associé hors pair, un homme d'une loyauté incroyable et en même temps d'une grande générosité. J'ai été invité à tous tes événements familiaux pendant qu'on était associés. Tu m'as encore invité il y a quelques minutes en avant-première pour assister donc à une très, très belle fête. Merci de tout cœur d'avoir été vraiment quelqu'un d'important dans ma carrière. Et je dirais donc à nos amis téléspectateurs, vous pouvez désormais détacher votre ceinture et reprendre une activité normale. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci Mumtaz. Merci à toi.